Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, jeudi dernier, lors de la séance de questions au Gouvernement, j'interrogeais le Premier ministre sur la réaction de la France au massacre de Douma. Depuis samedi, nous avons la réponse, et en ce qui me concerne, je crois que c'est la bonne. Menée avec un grand professionnalisme et beaucoup de discernement, elle a démontré la capacité des armées françaises à frapper rapidement, précisément et avec efficacité à près de 4000 kilomètres de notre territoire. Rapidité, précision, efficacité, mais le mot le plus important est peut-être autonomie. Seuls 2 pays européens aujourd'hui, la France et le Royaume-Uni, sont capables d'une telle intervention et il est vital, même si nous savons que c'est coûteux, que ces capacités soient maintenues dans l'avenir. J'entends depuis samedi certaines critiques, en France même, sur l'opportunité de cette intervention. Nous étions habitués à un consensus très général en matière de politique étrangère et de défense. Pas de la part, bien sûr, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, unis depuis toujours dans leur amour des dictatures, mais de la part des démocrates. Ce n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui et c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que beaucoup de ceux qui critiquent cette intervention applaudissaient bruyamment en 2011 l'intervention en Libye. Et certains d'entre eux critiquaient en 2013 la non-intervention de Hollande et Obama en Syrie. Il faut souvent changer d'opinion pour être toujours de son parti, disait le cardinal de Retz. Je voudrais d'abord répondre aux critiques par une question. Quelle était l'alternative ? Ne rien faire ? Jouer les Ponce Pilate ? Présenter une énième résolution de l'ONU qui se heurterait à un énième veto russe ? J'ai écouté notre débat avec beaucoup d'attention, puisque j'interviens à la fin. J'aurais aimé que ceux qui critiquent ne se bornent pas à condamner, mais nous disent ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'ils auraient fait. Je ne l'ai pas entendu, non. On nous dit que nous sommes intervenus sans mandat de l'ONU, mais les Russes interviennent massivement en Syrie depuis 2015, les Iraniens depuis 2011, les Turcs depuis quelques mois, tous sans aucun mandat. Où était alors la voix de ceux qui nous rappellent aujourd'hui au respect du droit international ? Et d'abord, qui viole le droit international ? La France et ses alliés qui se réclament de la résolution 2118 des Nations unies interdisant l'usage des armes chimiques en Syrie, rappelée tout à l'heure par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ou ceux qui mettent veto sur veto à leur application, à son application, piétinant le papier qu'ils ont signé voici 5 ans et ne trouvant pour le faire que le piètre mensonge selon lequel l'usage d'armes chimiques n'est pas prouvé. Les mêmes mensonges qui niaient l'attentat de Londres il y a 1 mois. On nous dit aussi que ces frappes vont affaiblir notre diplomatie et le respect qu'on accorde à la France dans le monde. La meilleure réponse à cet argument est la réunion en urgence samedi du Conseil de sécurité de l'ONU, où la résolution russe condamnant ces frappes n'a trouvé le soutien que de 2 pays. 2 pays dont chacun connaît le degré de démocratie, la Chine et la Bolivie. Nous soutenons donc la décision du gouvernement français et de ses alliés. On me dira que ces frappes ne règlent pas la question de fond de la guerre civile syrienne. C'est une évidence, et ce n'était pas leur but. Mais à défaut de solution, elles délivrent pour la première fois depuis longtemps un message. Et ce message est clair, nous défendrons en Syrie nos principes, nos objectifs et nos intérêts. Nous défendrons d'abord nos principes. L'impunité pour les utilisateurs d'armes chimiques est terminée. Pour les criminels contre l'humanité, le prix à payer va s'élever. Et il pourrait bien devenir un jour un risque personnel, comme pour Ali le chimique en Irak, célèbre pour le gazage des Kurdes en 1988, condamné et exécuté en 2010, ou pour tous les criminels traduits devant la Cour pénale internationale. Nous défendrons ensuite nos objectifs. Et notre premier objectif, c'est la disparition sans retour du califat en voie d'extinction en Irak et en Syrie. Je suis étonné d'entendre certains dire que ces frappes sont une gesticulation sans lendemain. Ils oublient que non seulement il y aura un lendemain, mais qu'il y a un hier. Ils oublient que nous ne sommes pas présents sur ce terrain depuis samedi, mais que nous y sommes depuis plusieurs années au sein d'une coalition,
que le premier objectif de cette coalition est de vaincre Daech dans ses bases historiques et que cet objectif est en passe d'être atteint. Les frappes de ce week-end ne peuvent que renforcer le sentiment que nous irons jusqu'au bout dans ce combat. Nous défendrons enfin nos intérêts, et ce n'est pas un gros mot. C'est en ne les défendant pas que nous serions critiquables. Quels sont ces intérêts ? Ils consistent à faire comprendre aux alliés d'Al-Assad que désormais les lignes rouges ne sont plus virtuelles, qu'une menace iranienne ou du Hezbollah sur Israël ou un autre de nos alliés dans la région ne sera pas acceptée, qu'une déstabilisation des voisins de la Syrie, Irak ou Jordanie par exemple, ne sera pas tolérée, qu'enfin nous ne voulons plus de massacres des populations civiles qui jettent chaque fois des milliers de nouveaux réfugiés sur les routes au Liban, en Turquie, en Jordanie et jusqu'en Europe. Voilà les 3 messages qui ont été envoyés samedi à Bachar el-Assad et ses alliés. Il y en a un dernier plus spécifique à l'égard de Vladimir Poutine. C'est que malgré tous ces efforts pour les diviser, et peut-être même du fait de ces efforts, les alliés sont restés unis. Ils sont restés unis devant ce crime, comme après le scandale du Novichok à Londres. Et le prix à payer pour la Russie est désormais très lourd, avec pour la première fois depuis longtemps la chute du rouble et de la bourse de Moscou. Enfin, il y a l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce sur quoi, jusqu'à ce jour, nous avons tous échoué. Tous, nos alliés comme nos adversaires. C'est bien sûr du règlement politique de la guerre civile en Syrie que je veux parler. Je ne parlerai pas des échecs des Syriens eux-mêmes, ni de ceux de nos adversaires. Nous avons bien assez des nôtres. Les échecs des démocraties dans cette guerre proviennent notamment de leurs erreurs d'analyse. Ballottés par le flot des images télévisées, noyés sous la tempête permanente des réseaux sociaux, naviguant au gré des émotions de l'opinion, les démocraties ne décident plus sous l'angle de la raison, mais sous la passion des sentiments. Une vidéo peut aujourd'hui déclencher une guerre. Il est normal, consubstantiel même aux démocraties, que le sentiment humanitaire soit une part importante de leurs décisions, et ce fut le cas dans les frappes récentes. Mais il est anormal que dans tant d'autres occasions, il soit devenu la seule. Ces paroles peuvent vous paraître étonnantes de la part d'un ancien président de Médecins sans frontières, mais elles sont au contraire logiques. Après avoir passé des années sur les terrains de conflit, les humanitaires ont compris que la confusion des genres entre humanitaire et politique est néfaste pour les deux. Le politique prend des risques lorsqu'il fait ce que lui enjoint l'humanitaire ou le philosophe, comme en Libye. Le politique se trompe à l'inverse lorsqu'il ne prend pas ses responsabilités et s'en décharge sur les humanitaires. C'est ce qu'on a vu pendant plusieurs années dans les Balkans, avant que Clinton n'envoie ses avions et ne convoque à des tonnes les protagonistes pour siffler la fin de ce que je n'oserais pas appeler une récréation. Le politique des pays démocratiques se trompe encore, et ce fut le cas en Syrie lorsqu'il raisonne en moraliste. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Qui peut nous dire aujourd'hui avec le recul que le mal en Syrie n'était que du côté de l'État et le bien du côté de ses adversaires, hélas majoritairement djihadistes? Enfin, le politique des pays démocratiques se trompe lorsqu'il pense que sa propre histoire est la matrice de l'histoire des autres peuples. Le roi tout-puissant ou le dictateur d'un côté, le peuple de l'autre, et que la chute du monarque ou du dictateur va ouvrir l'ère du progrès et de la liberté. Cette erreur explique les espoirs insensés mis dans les printemps arabes et les déceptions tragiques qui en ont résulté. L'histoire de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, de l'Égypte et de bien d'autres n'est pas l'histoire de la France de 1789, des États-Unis de 1778 ou de l'Angleterre de la Grande Charte. Ceux qui l'ont cru ont fait payer au peuple de ces pays un prix très lourd, et eux-mêmes l'ont payé de lourds revers diplomatiques. C'est dans ce contexte qu'il va falloir tenter de régler la question essentielle, celle de la transition en Syrie, conformément aux résolutions unanimes de l'ONU. Et je salue la déclaration du président de la République annonçant dès le lendemain des frappes que l'urgence est là et que la France en fera une priorité. Je salue aussi sa compréhension exprimée du fait qu'il n'y a pas en Syrie, comme dans tout le Moyen-Orient et comme je le disais, le mal d'un côté et le bien de l'autre, et qu'il va falloir discuter et négocier en oubliant les préalables et les préconditions. Il est grand temps. Ce règlement, s'il peut avoir lieu, cette discussion, cette négociation, nous les abordons d'un côté en situation de faiblesse par les successions d'erreurs diplomatiques commises en Syrie depuis des années. Mais nous pouvons avoir aussi l'espoir que nos interlocuteurs,
à la suite de la démonstration des capacités militaires de la coalition et à condition que cette détermination perdure, comprennent qu'aucune solution n'existera sans un accord général auquel la France et ses alliés doivent être partie prenante.